Il est 20h, voici les titres de l'actualité. Le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation en zone inondée des Parcelles Assainies Keur Massar, Khadim Diop, accueilli par des habitants furieux contre des travaux d'assainissement sans fin et qui sont responsables, d'après eux, de la stagnation de l'eau de pluie. Le nouveau garde des Sceaux liste ses priorités. Maître Sidiki Kaba entend mettre l'accent sur la modernisation de la justice, mettre fin aux longues détentions préventives et corser le code pénal sur les cas de viol. Quid de la procédure de répression de l'enrichissement illicite? Le président du mouvement Taxawu Thème s'oppose au principe de la médiation pénale. Ibrahima Fall, ancien candidat à la dernière élection présidentielle, ne voit pas non plus d'un bon œil l'arrivée d'un membre du parti présidentiel, Abdoulaye Daouda Diallo, en l'occurrence au ministère de l'Intérieur, à quelques mois des locales. Football, le Sénégal commence à rêver d'un deuxième mondial de son histoire après 2002. Pour aller au Brésil en 2014, les Lions devront battre leur prochain adversaire dans une double confrontation en octobre et novembre prochain. La sélection d'Alain Giresse n'a pas trop le choix entre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, l'Algérie ou le Cap-Vert. Le sort connu le 16 de ce mois. Et puis invité 20h, le journaliste Ibrahima Bahoum, le directeur de publication de Sud Quotidien, nous commentera l'actualité politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Parti visiter des victimes d'inondation, le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation s'est retrouvé à son tour inondé de doléances. Khadim Diop a été fortement sollicité par la population des Parcelles Assainies Keur Massar, très préoccupé par le non-achèvement des travaux d'assainissement qui bloquent l'évacuation des eaux pluviales. Le ministre promet d'y remédier. Reportage Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Mardian. Le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation était en tournée dans la banlieue. Arrivé aux Parcelles Assainies unité 3, 6 à Keur Massar, les populations, pancartes en main, ont crié le ras-le-bol. Et vous voyez, monsieur le ministre, toutes les maisons que vous voyez là, les gens ont déménagé, il y en a qui pataugent dans l'eau. Vous voyez? Et en ce moment, si vous regardez de l'autre côté, vous voyez même les gens, les gosses ont imaginé une pirogue pour faire traverser les vieilles personnes et les enfants, à raison de 400 enfants. Ils vivent cette situation depuis 2 ans. Donc, disons que franchement, c'est assez. Le temps d'écoute écoulé, le ministre rassure. Là, il me plaît quand même de préciser que nous étions au courant déjà que les populations se préparent à se manifester. C'est normal quand les populations ont des difficultés. Nous sommes un pays de démocratie. Elles peuvent exprimer le ras-le-bol, mais de manière tout à fait légale. Et lorsque j'en étais informé, j'ai décidé d'y aller, parce que je me disais que l'occasion ne pouvait être meilleure de venir les écouter, les entendre et partager avec elles les solutions. Il convient de préciser par rapport aux doléances des populations, par rapport aux travaux à achever, pour dire que donc, il ne s'agit pas forcément de travaux non achevés, parce qu'il s'agit de la construction d'une route d'Ypres-École, et l'assainissement de la route a été réalisé, mais l'assainissement au niveau des quartiers n'est pas encore fait. C'est pour ça que nous avons inscrit dans nos programmes de l'année prochaine les quartiers périurbains dans leur globalité, et en particulier les quartiers de Keur Massar sont concernés. Nous recherchons les financements pour l'année prochaine, sur 2014, et ça fera partie des ouvrages structurants que nous mettrons en place l'année prochaine. Auparavant, Khadim Diop s'était rendu sur le réseau hydrographique de Mbao. Ici, un bassin a été réhabilité pour recevoir les eaux pluviales de Keur Massar. Le ministre revient sur l'importance de cette tournée. L'importance que revêt cette visite, c'est qu'il fallait aller sur place au niveau des quartiers Keur Massar et voir les exutoires et voir également les travaux qui sont en train d'être réalisés à ce niveau. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est que d'une part déconnecter une partie de cette eau, l'amener directement vers la forêt, et ainsi libérer un peu une partie du réseau. De Mbao à Aïnouman, en passant par Darou Rahman, Parcelles Assainies unité 3 et Gounas, le ministre a visité les différentes zones où des travaux sont effectués pour évacuer les eaux pluviales.
À Yeumbeul Sud et Malika Montagne, deux quartiers de la banlieue dakaroise, les habitants ont manifesté ce matin contre la gestion de l'épineuse question des inondations par l'actuel pouvoir. La police a interpellé 5 manifestants avant de les relâcher en début d'après-midi. Le tout nouveau ministre de la Justice, lui, décline ses priorités devant un parterre acquis à la cause des droits humains. Maître Sidiki Kaba s'est engagé à réformer le code pénal dans le sens de mettre fin aux longues détentions préventives et de punir plus sévèrement les cas de viol, entre autres préoccupations. Le garde des Sceaux n'a pas trouvé utile d'insister sur le dossier brûlant de la traque des biens dits mal acquis. Compte rendu Fatou Bintou Konté à Diagne pour les images. Il a effectué ce lundi sa sortie en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Sidiki Kaba en a profité pour dévoiler les axes prioritaires de sa politique judiciaire. Ce qui m'apparaît être important, c'est la modernisation de la justice. C'est la lutte contre l'impunité. C'est l'indépendance des tribunaux. Veiller au respect des droits de la défense, qui sont des droits sacrés, et en veillant à la présomption d'innocence, en veillant à ce que l'ensemble des procès qui s'organisent sur le continent, mais particulièrement l'ensemble des procès qui se passent ici au Sénégal, puissent respecter les normes et garanties internationales. C'est aussi faire en sorte que la question de la garde à vue, parce que c'est les lieux où très souvent des cas de torture sont signalés, que l'avocat ait la possibilité, dès la première heure de garde à vue, d'apporter immédiatement son assistance. Le nouveau ministre de la Justice a été l'avocat des femmes. Il compte prendre les mesures idoines sur les cas de viol désormais au Sénégal. En ce qui concerne le viol, vous savez, c'est une double peine pour les femmes. Pour porter plainte, c'est déjà difficile parce que très souvent, la plainte n'est pas très souvent prise en compte, mais également il faudrait aussi insister sur un point, et le viol dorénavant, le point de départ de la prescription, ce sera la majorité de la victime, ce qui voudrait dire que la prescription ne viendra pas tôt, mais c'est une forme de protection de la femme. Daoud Seck, le représentant de la fondation Frédéric Naumann, s'indigne de la situation des droits de l'homme en Afrique, surtout avec la Gambie, notre plus proche voisin. Mais l'exemple qui attire le plus notre attention, c'est aujourd'hui, juste à côté de chez nous, la Gambie. La Gambie où la peine de mort est appliquée d'une manière abusive. Et la Gambie dont la capitale Banjul, aussi paradoxal que ça puisse paraître, abrite aujourd'hui le siège de la Commission africaine des droits de l'homme. 74 auditeurs des droits humains venant de 17 pays d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et d'Amérique vont prendre part à cette session de formation qui va durer 2 semaines. Fatou Bintou Konté, au même instant, le président du mouvement Taxawu Thème dit toute sa préoccupation à propos de la procédure de répression de l'enrichissement illicite. Ibrahima Fall est contre toute idée de médiation pénale, une voie utilisée par le procureur spécial Préla Créi qui a poussé l'ancien directeur du cadastre Taïbou Ndiaye à accepter de transiger pour éviter la prison, un procédé que dénonce l'ancien candidat à la présidentielle de 2012. Ibrahima Fall au micro de Fatima Taba Khalindjaï. S'il y a une cour de répression de l'enrichissement illicite, elle doit fonctionner. On n'a pas créé une cour pour à côté faire de la médiation pénale, s'entendre. À quoi sert la cour? Si on poursuit des gens au niveau de cette cour ou au niveau d'une autre cour, on doit aller jusqu'au bout et permettre aux juges de dire effectivement si les allégations qui sont faites contre ceux qui sont poursuivis sont fondées, et on les condamne. Et on les condamne à rembourser jusqu'au dernier sou. Et on les condamne à être emprisonnés puisqu'ils ont volé. Et si les juges considèrent que ces allégations sont fausses, que ceux-ci soient libérés, et s'il y a des atteintes à leur honorabilité, qu'ils soient dédommagés.
Ibrahima Fall, nous restons avec lui à l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée ce lundi. Il récuse la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo au ministère de l'Intérieur. Le leader de Taxawu Tem estime que le président Macky Sall ne devait pas mettre à ce poste un membre de son parti, surtout à l'approche des locales prévues en 2014. S'agissant du ministère de l'Intérieur, il y a un accord au niveau de tous les acteurs politiques, à savoir que ce ministère qui gère l'administration territoriale et l'organisation des élections doit être sous la responsabilité d'un homme qui est neutre et pas d'un homme qui appartient à un parti politique. Nous ne pouvons pas comprendre que cet accord qui était de mettre à la tête de ce ministère quelqu'un qui n'appartient à aucun parti et que le président Macky Sall a été obligé un moment de respecter en nommant le général Pathé Seck à la tête du ministère, que cet accord soit aujourd'hui rompu avec la nomination d'un ministre qui appartient à l'APR. L'acteur politique que je suis ne peut pas ignorer que nous allons vers des élections et que dans ce contexte-là, il n'est pas normal qu'il y ait un ministre appartenant à un parti politique. Et puis un nouveau-né politique au Sénégal, l'Alliance pour la paix et le développement est dirigée par un ancien ministre du président Abdoulaye Wade. Thierno Lo occupait le portefeuille du tourisme et de l'artisanat dans le dernier gouvernement du défunt régime libéral. Papa Demba Sissoko et Diafaraba ont suivi la première sortie médiatique de l'APD Bëgg Bop comme dans un baptême. Le landerneau politique sénégalais s'enrichit d'une nouvelle formation politique. L'Alliance pour la paix et le développement, Gëm Sa Bopp, a vu le jour. Elle se veut un mouvement politique entièrement dévoué au service du peuple sénégalais. Mais pour le moment, c'est un mouvement citoyen qui veut mettre ensemble les intelligences sénégalaises pour essayer d'aller vers des mises en œuvre. Parce que vous savez que le Sénégal est un pays de compétences. Nous avons discuté de toutes les choses, je peux dire. 40 ans du Parti Socialiste, 12 ans d'Abdoulaye Wade, 1 an de Macky Sall, alors que les populations sont dans leur souffrance, dans leurs attentes. J'ai calculé tout cela et j'ai dit, il faut que je sorte de ce clivage des partis politiques, de ces positions partisanes d'invective pour rejoindre les Sénégalais. En tant que mouvement politique, l'APD compte se lancer à l'assaut des prochaines locales. Pour autant, elle n'exclut pas une alliance avec d'autres formations politiques. Nous comptons aller au local parce que déjà nos leaders ont commencé à émerger. Parce que dans notre structure, il n'y a que des développeurs. Les femmes qui sont dans notre mouvement, c'est des femmes qui développent, qui ont autour d'elles 600, 300, 200 personnes qui sont en train de faire de l'activité économique. Nous voulons améliorer cette activité économique et essayer maintenant de regrouper ces femmes qui sont à Kermassar avec celles qui sont à Pékin, qui font des projets pour faire un projet global au niveau de la banlieue. Le pluralisme politique est gage de démocratie. Au Sénégal, nous en sommes à près de 200 partis et autres mouvements politiques. Ce foisonnement entraîne souvent des alliances contre nature, source de blocage institutionnel. APD Gëm Sa Bopp, le mouvement politique dirigé par l'ancien ministre Thierno Lo. Autre sujet, cette fois-ci une note triste, découverte macabre au Mariste. Aujourd'hui, une quinquagénaire qui répondait au nom d'Aïda Ngom a été retrouvée morte. Son corps était en état de putréfaction avancée. Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers à l'hôpital principal de Dakar pour les besoins de l'autopsie. Nous passons au 7e jeu de la francophonie à Nice, en France. Une tonalité politique à l'ouverture signée le président sénégalais. Macky Sall a livré aux chefs d'État et de gouvernement présents au coup d'envoi des Jeux son avis sur la Syrie. La France ne marchera pas seule sur le dossier syrien, tonne le chef de l'État sénégalais, qui invite toutefois les puissances occidentales à attendre le rapport des experts de l'ONU sur l'attaque à l'arme chimique attribuée au pouvoir de Bachar el-Assad. Récit Ibrahima Djoumaba. Le président de la République Macky Sall s'est prononcé sur la guerre en Syrie. Reçu par son homologue François Hollande en marge de la cérémonie d'ouverture des 7e Jeux de la francophonie, Macky a laissé entendre que la France n'était pas seule sur le dossier syrien. Selon le site Slate Afrique,
Le chef de l'État a condamné la guerre syrienne en ces termes. Ce qui se passe en Syrie, nous le condamnons de la façon la plus forte. Nous condamnons très fermement l'usage des armes chimiques. Macky Sall a tout de même invité les uns et les autres à se prémunir des éléments d'évidence pour donner suite. Selon lui, on a besoin du support de l'ONU et que d'ici la semaine prochaine, les choses vont changer. En référence au rapport des experts de l'ONU sur l'attaque chimique du 21 août dernier près de Damas. Au mois d'août dernier, Macky Sall avait été consulté sur la guerre en Syrie, au sommet du G20 en Russie, mais n'avait pas fait de déclaration publique. Une bonne nouvelle pour le Sénégal à quelques mois du sommet de la francophonie prévu l'année prochaine à Dakar. Le Québec va apporter son soutien pour une organisation réussie du sommet. C'est ce qu'a confié à nos reporters le ministre québécois des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur, Jean-François Lys. Le Sénégal et le Québec sont parmi les idéateurs de la francophonie, ont été présents à son baptême, à sa naissance, à son baptême, à sa croissance. Et ce retour de sommet à Dakar est extrêmement souhaitable et souhaité, d'autant que nous allons célébrer la fin du mandat exceptionnel du président Diouf ici chez lui, et nous allons préparer l'avenir de la francophonie sur les questions des femmes, les questions d'économie, les questions de paix et sécurité, sur lesquelles nous sommes en accord total. Alors nous avons nous-mêmes organisé 2 sommets, donc nous avons développé une certaine expertise. Nous avons proposé au délégué général de partager cette expertise, de participer de toutes les façons qui sont possibles pour nous et qu'il jugera utile au succès de ce sommet. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. On attaque avec les barrages de la Coupe du Monde 2014. Faites votre choix. Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Algérie ou Cap-Vert comme adversaire des Lions. On le saura le 16 septembre prochain. Effectivement, Mamoudou, match aller à jouer contre ces cadors du chapeau 1 vers le 15 octobre prochain, soit dans un mois. Manche retour au plus tard entre le 15 et 19 novembre prochain. Le Sénégal est dans le chapeau 2 en compagnie du Cameroun, de l'Égypte, du Burkina et de l'Éthiopie. Cher Sadibou Diarra. Un objectif atteint. Le Sénégal, vainqueur du groupe J avec 12 points, s'est qualifié au 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 zone Afrique. Il y retrouve les 9 autres vainqueurs de poule. Éthiopie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Égypte, Algérie et Cameroun. Le 3e et dernier tour va déterminer les 5 qualifiés de l'Afrique grâce à 5 matchs aller et retour prévus du 11 au 15 octobre pour l'aller et du 15 au 19 novembre prochain pour les retours. Les Lions vont connaître leur adversaire lors du tirage au sort programmé le 16 septembre prochain au Caire. Les têtes de série sont déterminées à partir du classement FIFA. Ainsi, selon ce dernier, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie, le Nigeria et le Cap-Vert sont dans le premier chapeau. Le Sénégal se retrouve dans le second chapeau en compagnie du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Tirage difficile en perspective pour les Lions. Autre choix cornélien, jouer dans un pays proche et disposer de l'appui des supporters ou alors évoluer loin de ses bases, mais sur une pelouse parfaite. Que faut-il faire d'air? Alors Mamoudou, ce qui est sûr, jouer devant un public acquis à sa cause est un avantage certain, mais la qualité de la pelouse est primordiale pour produire un beau jeu. Le Sénégal a joué dans un stade de qualité mais vide à Marrakech. Alors, faut-il renouveler l'expérience? Tentative de réponse avec Cher Tidiane John. Le Sénégal a 2 matchs de la Coupe du Monde. Les Lions ont gagné face à l'Ouganda, mais difficilement et très loin de leur base. Problème, faut-il jouer sur des installations modernes sans base affective? Jouer un match dans un stade vide, quel qu'il soit, quelle que soit la qualité de l'infrastructure, n'est pas un atout. Je préférerais, moi en tout cas, jouer dans un stade où la pelouse n'est pas en bon état, avec des supporters, avec un stade archi-plein. Pour moi, je propose que le Sénégal, en tout cas, se rapproche de la Gambie pour voir
faisabilité de ce match, la possibilité de tenir un match là-bas. Parce qu'en réalité, si nous jouons en Gambie, à Banjul, nous avons la possibilité de nous déplacer en masse et de venir, en tout cas, supporter notre équipe, leur mettre une pression positive. Avis moins tranché pour cet observateur, ce journaliste sportif préfère qu'on retourne au Maroc, même si le Sénégal doit croiser l'Algérie. C'est vrai, c'est des pays maghrébins, mais ce n'est pas forcément des frères, parce qu'il y a une certaine rivalité entre les deux footballs, je dis bien, c'est footballistiquement parlant. Peut-être, oui, on peut penser à ne pas faire jouer les Lions contre une équipe maghrébine, soit l'Égypte ou l'Algérie, à Marrakech, mais je pense que ça ne tient pas trop. Aujourd'hui, on pense à aller jouer où? La Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. En Gambie? Je ne sais pas. En Gambie déjà, je pense qu'un Algérien qui n'avait pas accepté à son temps ne va pas forcément l'accepter aujourd'hui. En Mauritanie, c'est une police synthétique. C'est vraiment la proximité un peu avec le Sénégal. Hormis ça, je pense que forcément, le sacrifice demande qu'on aille jouer dans un autre pays. En attendant les résultats du tirage au sort prévu le 16 septembre prochain, difficile de dire quel sera le prochain terrain d'accueil des Lions. Nous restons toujours avec Sénégal-Ouganda. Cheikhou Kouyaté, déclaré presque forfait en milieu de semaine, a finalement tenu sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la volonté du joueur de disputer la rencontre au risque de compromettre sa saison. Mais il avait quand même discuté de ce risque calculé avec le coach Alain Giresse. On a fait une IRM et j'avais une déchirure de 2 cm. Donc moi j'étais forfait. Le médecin m'a dit que je ne vais pas jouer. Et moi j'ai dit ouais, que je vais jouer. Il m'a dit si tu prends le risque, tu vas rester 2 mois, 3 mois sans jouer. Et j'ai dit voilà, je prends le risque. C'est ça que j'ai fait. D'accord, mais comment vous avez réussi à convaincre Giresse quand même? Bon, ouais, j'en ai parlé avec Momo Diamé, le capitaine. J'en ai parlé avec aussi Idrissa Gana Gueye. J'en ai parlé aussi avec son adjoint. Après ils se sont décidés. Ils m'ont dit ouais, Cheikhou, on ne veut pas te mettre. Le problème c'est pas de commencer le match, c'est de le terminer. Ouais. Mais moi j'ai pris le risque de jouer. Parce que vous avez eu quand même la mauvaise expérience contre la Côte d'Ivoire. On se souvient qu'en deuxième mi-temps vous avez été obligé de sortir, ça avait créé pas mal de problèmes dans l'axe. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes pas dit je mets de côté mes envies personnelles au bénéfice de l'équipe? Oui, je sais, mais bon, c'est dans la tête, donc je laisse tout dans la main de Dieu. Et je me suis dit que ça va aller, que maintenant je vais tout faire maintenant. Si même je me blesse sur le terrain, je pense que j'allais même rester là, parce que sinon le coach allait me tuer parce que... Parlons de la francophonie des Jeux, vous l'avez déjà fait, mais cette fois-ci pour vous signaler la victoire du Sénégal au tournoi de football 4-0 devant le Liban cet après-midi. 2 buts dans chaque période pour les protégés d'Aliou Cissé. Prochaine sortie dans ce groupe B mercredi face à Haïti. Samedi, les Lionceaux avaient concédé le nul devant le Gabon, 1-1. Le leader est directement qualifié pour les demi-finales, alors qu'au tournoi de basket Mamoudou, les Lioncelles affrontent ce soir la fédération Wallonie-Bruxelles après la défaite encaissée en ouverture devant la Roumanie. Les Lions en pleine préparation de l'Afro-Basket, la compétition prévue à partir du 20 septembre à Maputo. Elles sont exactement 16 sous la direction du coach au stadium Marius Ndiaye. Oumou Khairi Thiam, de retour de blessure, s'entraîne en marge du groupe, l'ex-sociétaire du SLBC, le Saint-Louis Basket Club. En provenance des États-Unis. Elles seront donc 12 finalement au finish à défendre les couleurs du Sénégal à l'Afro-Basket prévu à Maputo au Mozambique du 20 au 29 septembre. Les Lions sont vice-champions en titre, rappelons-le, et nous reviendrons sur leur séance d'entraînement de cet après-midi avec Cheikh Sadibou Diarra qui était présent. C'est la DER. C'est la DER. Merci DER. Direction Matam dans le nord du Sénégal, la police s'arme contre le banditisme transfrontalier. Forte de son nouvel arsenal, elle multiplie les patrouilles dans toute la ville de Matam et ses environs sur les traces des policiers. Notre correspondant Ali Bandelnia.
Au moment où les éléments de la gendarmerie multiplient des sorties dans la zone rurale, les agents de police de Matam marquent aussi leur présence en ville. Depuis quelques jours, les opérations de patrouille et de rafle se multiplient. Des sorties fructueuses à travers des interpellations dans cette ville frontalière de Matam, aux nombreux points de passage clandestins de la traversée du fleuve Sénégal. La population a remarqué ces derniers temps une présence effective au niveau donc de la commune de Matam. Et cette présence se justifie par le fait qu'on a constaté depuis un certain temps une petite recrudescence de l'insécurité. Matam est une zone frontalière, une zone donc à risque compte tenu donc de la situation qui prévaut donc dans le contexte. Donc il faut sécuriser davantage donc les populations en marquant la présence effective de la police. C'est ce qui a justifié ces derniers temps un renforcement exactement donc des opérations. Il y a eu des interpellations et il y a eu même des cas de saisie de chanvre, d'usage de chanvre indien et tout. Et j'ai pu vous assurer que ces opérations vont continuer. Si ça bouge dans ce commissariat qui souffre profondément d'un manque d'effectifs, c'est en partie grâce au renouvellement de son parc automobile. Même s'il y a un manque d'effectifs, cela ne nous empêche pas exactement donc de faire une mission. Nous l'avons toujours fait et nous continuerons à le faire. Je dois quand même saluer l'initiative prise donc par les autorités de police ces derniers temps, ce qui a consisté à renforcer les moyens roulants. Et ça a eu un impact considérable par rapport à l'occupation du terrain. Vous savez, il y a les mois précédents, nous avions eu quelques difficultés pour entrer dans certains quartiers. Donc, si on reçoit ces moyens-là, ça nous permet quand même de faire les efforts nécessaires pour justifier la validité de l'initiative qui était à l'origine de cette dotation-là. Donc, ça fait également partie des raisons pour lesquelles, donc depuis 3 semaines, nous avons quand même accentué les opérations que nous faisions habituellement. La quiétude n'est certes plus chez les petits délinquants et autres usagers du chanvre indien, mais la question sur l'insécurité de la ville frontalière de Matam nécessite plus d'action de la part des pouvoirs publics pour assurer enfin les populations. Nous recevons comme promis notre invité Ibrahim Bakhoum, journaliste, analyste politique. Je vous ai collé un autre titre, directeur de publication de Sud Quotidien. Tu n'es pas le seul, excusez-moi, de saluer les téléspectateurs de TFM. Ouais. Vous n'êtes pas le seul à m'appeler directeur de publication, alors que c'est Vieux Savané qui est le directeur de publication du Sud Quotidien. Il est vrai que bon, on n'est jamais très loin, comme on dit. Quand on n'est pas loin, les gens font parfois la confusion. Mais maintenant, nous commençons quand même à nous retirer un peu de ces choses-là pour nous occuper d'autres choses. Très bien. Voilà. Ibrahim Bakhoum, vous allez commenter pour nous l'actualité politique. Accélération et efficacité, ce sont les maîtres mots du gouvernement formé la semaine dernière et marqué par le départ d'Abdoul Mbaye de la primature, remplacé par Aminata Touré. Au vu des nombreuses questions, même lancinantes, qui interpellent le gouvernement, l'accélération et l'efficacité constituent un grand défi. Un énorme défi, parce qu'il est possible d'accélérer évidemment quand on a tous les moyens de le faire, mais quand la machine est lourde, quand dans un contexte difficile, il n'est pas évident que l'accélération soit facile. Il est donc, moi je pense qu'on aurait gagné à dire, ok, on arrive, on veut améliorer, parce qu'améliorer, c'est effectivement, comme la rendre meilleur, ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Accélérer, ça suppose amener les gens à s'attendre à un rythme qui peut ne pas s'imprimer tout de suite. Et je crois que c'est de promesse en promesse que le pouvoir politique est allé en se piégeant. Parce qu'en faisant croire aux gens que le changement va arriver tout de suite, tout le monde attend le changement tout de suite. Maintenant, quand vous parlez d'accélération, on dit très bien. Jusqu'à maintenant, on ne parlait même pas de lenteur, les gens trouvaient que c'était bloqué. Quand c'est bloqué, ce n'est pas de l'accélération qu'il faut faire, c'est du démarrage. Ouais. Est-ce que la machine a déjà démarré? On verra toujours. Donc moi, je pense que... Vous n'avez pas de réponse à votre question? Non, justement, je n'ai pas de réponse à ma question. Je laisse aux Sénégalais apprécier si on a démarré, si on n'a pas démarré. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on aurait mieux fait de ne pas parler d'accélération, mais de dire on va améliorer, on continue sur la même lancée, et puis voilà. Maintenant, si c'est accéléré, on s'attendra à ce que la machine aille plus vite. Autre fait marquant de ce gouvernement, Ibrahima, c'est le retour du ministère du Plan et la création de nouveaux départements, les investissements et les partenariats. Oui, en fait, les investissements et les partenariats, c'est essentiel. De toute façon, on ne peut pas construire le Sénégal sans s'ouvrir à l'étranger, sans avoir ses partenaires. C'est extrêmement important cela. Donc, je pense que ayant quelqu'un dont la mission essentielle va être d'aller chercher ces partenaires-là, c'est très bien. Maintenant, tout n'est pas d'avoir
un ministère, tout n'est pas d'avoir une personne là. C'est un ensemble, vous savez. La politique d'un gouvernement, c'est un ensemble. Il y a celui qui définit les orientations, il y a celui qui impulse, il y a celui à qui qu'on a confié, etc. Mais au moins d'avoir un ministère qui va s'occuper, ça c'est très bien, c'est une bonne chose. En fait, si vous voulez, c'est l'ancienne APIX. C'est à peu près ça, quoi. Bon, donc dire qu'il y a toujours quelqu'un pour aller changer. Justement, est-ce que ici le risque n'est pas de placer l'APIX sous la tutelle du ministre des Investissements, qui se trouvait déjà le ci-devant directeur général de l'APIX, M. Diène Farbassar. Bon, après on dirait alors que cette agence avait quand même une certaine liberté de manœuvre quand elle était sous la tutelle de la présidente de la République. Peut-être bien qu'on va continuer avec la même personne qui avait déjà établi son carnet d'adresse. Si c'est comme ça, ça peut toujours marcher. Mais je ne sais pas. Que là, évidemment, ça donnerait un super directeur de l'APIX. En fait, on peut être un super directeur, peut-être. En tout cas, on va être dans une confusion. Je pense que quelque part, peut-être que c'est l'APIX qui va disparaître. Je dis peut-être, je ne sais pas trop. Donc, il peut y avoir, de ce point de vue, la confusion de genre. Maintenant, pour le ministère du Plan. En économie libérale, je ne sais pas si on a l'habitude de parler de plan. Ça nous renvoie évidemment, bon, on comprend, hein, il faut regarder le parcours politique de Macky tout à fait au début quand il s'initie à la politique de gauche. Et il faut voir le parcours politique de son premier ministre actuel. Mais on peut penser effectivement que pour ces gens-là, et c'est tout à fait normal qu'on parle de ministère du Plan, quand on voit le positionnement que le Parti socialiste soutien de Macky est en train d'avoir dans le gouvernement et tout, son impact, son positionnement, sa force, son arrivée, on peut effectivement penser que ces gens-là sont en train de nous remettre à ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire travailler en socialiste. Qu'est-ce qui vous fait dire que les socialistes ont un positionnement beaucoup plus marqué dans ce gouvernement Mimi Touré? Bon, prenons par exemple Abdou Aziz Tall. Il n'y a pas plus socialiste qu'Abdou Aziz Tall. Par l'expérience, par la tradition, par la pratique, par le parcours. Mais vous savez, Abdou Aziz Tall, c'est plus ou moins, ça c'est mon analyse à moi, c'est en fait... il est le directeur de cabinet du président de la République. Et donc ce n'est pas n'importe qui est le directeur de cabinet. Et ensuite, bon, il y a forcément le Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng quelque part, qui est toujours à côté du président de la République dans certains voyages, dans certaines missions. Et qui a dit, d'ailleurs, il a été le seul des leaders politiques alliés du président à dire, le président m'a informé de sa décision de remanier le gouvernement. C'est donc ça. C'est un signe que le Parti socialiste se positionne. C'est-à-dire qu'ils sont assez intelligents, ils le font discrètement, ils ne font pas beaucoup de bruit, mais en vérité, c'est eux qui sont en train de prendre progressivement le pouvoir. Et la social-démocratie en général, d'ailleurs. Parce que si vous voyez, bon, ceux qui sont là, en fait, c'est vrai qu'on me dira les idéologies, c'est fini, des trucs, mais il y a toujours des traditions, il y a toujours des partis qui restent. Et ces gens, vous ne pouvez pas les amener tout de suite à changer. C'est ça la vérité. Donc le Parti socialiste, effectivement, est en train de prendre de l'emprise, je veux dire de prendre un peu plus de pouvoir avec Macky Sall. Est-ce que Macky les utilise en se disant j'ai besoin de me renforcer mais je ne peux pas le faire avec des partis moins forts que le PS, alors que le PS est encore très fort, c'est très structuré, beaucoup d'expérience, ayant de l'assise nationale. Mais quand même qui a perdu de son électorat au fil des élections depuis 2000. Qui a perdu de son électorat, mais qui n'a pas perdu de son influence du point de vue de la gestion d'un pouvoir. Alors, peut-on voir l'empreinte du Parti socialiste toujours dans le retour annoncé du fameux BOM, Bureau Organisation et Méthode chère au président Léopold Senghor? Je disais tantôt que c'est une preuve qu'effectivement le Parti socialiste est en train de reprendre un peu de terrain. Mais le BOM, je disais, vous savez, moi, mon point de vue est que si Senghor revenait aujourd'hui au Sénégal, il ne pourrait pas le diriger. D'abord, parce qu'on n'est plus dans un pays où on rêve grammaire, poésie, etc. Bon, je n'ai rien contre ça, au contraire, très bien. C'est bien d'avoir les arts, c'est bien d'avoir la littérature, c'est bien d'avoir cette inspiration. Mais je veux dire que le Sénégal d'aujourd'hui ne peut pas être dirigé de cette manière-là. Le BOM est dépassé. Je le crains. Je crains que s'il n'est pas dépassé, en tout cas au moins qu'il cherche rapidement à s'adapter. Parce que ne le faisant pas, ce qui va arriver, c'est qu'on va nous installer dans une bureaucratie, dans des lourdeurs bureaucratiques qui ne feront pas avancer l'État. Et d'ailleurs, c'est une contradiction. Pendant que les uns savent faire une chose, c'est-à-dire s'arrêter, réfléchir, avancer petitement jusqu'à ce que, à côté de quelqu'un qui dit je veux accélérer.
ça va y avoir des contradictions de ce point de vue-là. Alors, il y a aussi la polémique suscitée par la nomination de Sidiki Kaba comme ministre de la Justice. Sa prise de position en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité a été mise en épingle. Mais on l'a entendu tout à l'heure dans ce journal. Dans la liste de ses priorités, il ne parle pas de traque des biens mal acquis ou de procédure de répression de l'enrichissement illicite, préférant parler de l'impunité. Il va lutter contre cela, ou alors de la garantie des droits de la défense. Peut-on penser qu'avec son arrivée au ministère de la Justice, on va assister à un coup de frein ou un coup de ralentissement dans cette traque des biens mal acquis? Lui, il a dit dès le départ que ça va continuer et ça sera poursuivi jusqu'à son terme, cette traque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir à qui il s'adressait aujourd'hui. Je crois savoir que c'était des organisations de droits de l'homme pour la plupart, mais même indépendamment de ça, c'est que quand il dit la fin de l'impunité, si on considère que parce que jusqu'à maintenant on vous dira l'essentiel de ce qui est en train d'être fait, c'est des audits qui avaient déjà été initiés en 2008 sous le régime de Abdoulaye Wade et que donc à un moment donné on avait arrêté. Alors l'impunité veut dire simplement que tous ceux qui ont été épinglés pour une raison ou pour une autre sont encore en place, on n'a rien fait contre eux, ça c'est de l'impunité. Maintenant, s'il dit c'est la fin de l'impunité, généralise et met tout là-dedans, de ce point de vue, tu as la paix. Parce qu'il n'y a pas besoin de spécifier en disant la traque. Lui, il a déjà parlé de la traque. Il n'y a pas un glissement dans la communication, justement, du gouvernement? Oui, en fait, un glissement dans la communication, je ne sais pas trop. Vous savez, si vous voulez, moi, à mon avis, je vous le donne sur cette histoire de traque-là. Oui. Ça a été mal amorcé, c'est aller dans la confusion, c'est en train de mal se finir. Pour une raison bien simple. Plus longuement, je disais aux gens que le gouvernement aurait gagné à l'époque à dire très bien, et on fait reddition de comptes. Pas besoin de bruit, pas besoin d'une conférence de presse d'un procureur, ni rien du tout. On va faire reddition de comptes, très bien, pas besoin de cibler des gens en particulier. Ouais. Et puis on avance. Arrivé à un moment donné, on dira, monsieur, on a trouvé que ceci, madame, on a trouvé que ceci, pardon, etc. Mais de l'avoir engagé avec cette façon, en disant dès le départ, un tel, vous êtes, etc. Et c'est le procureur qui se met en avant, premièrement. Deuxièmement, on met quelqu'un en prison. Ensuite, on continue à chercher ce qu'il a fait. En fait, ça pose des problèmes. Il y avait, c'est vrai, une sorte d'urgence politicienne qui n'est pas une urgence politique. Cette confusion a fait qu'effectivement, on en est là aujourd'hui. Très bien. Merci Ibrahima Bakhoum, analyste politique et non directeur de publication de Sud Quotidien. Vous ne m'y prendrez pas par deux fois. C'est la fin de ce 20h sur TFM. Demain, mardi, avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.